Albatros. Poète bengali. Par Jean-Pierre Milovanov. Kala gangir kala pani, kala chaturdi. Kala gangir kala pani, kala chaturdi. Tumi koshe dhore hal raikho naye dishati. Le Bengale est un pays d'eau, est un pays d'eau dormante, est un pays où par exemple il y a des îles qui apparaissent, des îles qui disparaissent, puisqu'on est complètement dans le delta du Gange. Et toute la langue bengali traduit est plein de sons en O, mais sons en O, EAU, mais aussi de sons en O, O, puisque en fait, lorsqu'on parle bengali, par exemple en bengali, on dira, dans d'autres langues indiennes, on dira datta, en bengali on dira lotto, c'est-à-dire tous les sons sont en O. Et combien est-ce qu'il y a de milliers de... Enfin, combien y a-t-il de manières de dire l'eau en bengali? Ah. Autant peut-être que les Esquimaux pour dire la neige, ou pour dire la couleur de la neige, la couleur de l'eau, la profondeur de l'eau. Ouais. Et les bateliers, c'est un peuple de bateliers et de passeurs. C'est-à-dire que pour aller d'un village à l'autre, surtout dans la tradition, enfin on voit ça dans tous les romans, beaucoup de romans du XIXe siècle par exemple. Pour aller d'un village à l'autre, etc., il fallait prendre le bateau et puis s'en aller en bateau vers l'autre village. Et puis tout ça allant vers la mer, enfin et c'est complètement ce qu'on retrouve dans la langue bengali. Ça m'avait complètement fasciné. Et ce qui m'avait fasciné aussi, c'est cette beauté de la langue, à l'entendre. C'est-à-dire qu'auparavant, lorsque je ne savais pas la parler, j'entendais cette langue qui avait des sons en eau que je trouvais d'une beauté extraordinaire. Et rien que le fait d'entendre la langue, ça m'émouvait. Enfin, j'étais vraiment... Et une fois que j'ai eu appris la langue, ce qui m'a beaucoup impressionné, la rencontre que j'ai faite en fait, comme si j'avais rencontré quelqu'un, la rencontre que j'ai faite dans cette langue-là aussi, c'est tous ces mots que l'on retrouve dans notre langue à nous, en français par exemple, ou même en latin et en grec. Elisabeth Bourri. Il y a des familles de mots, exactement comme des familles d'ailleurs, que l'on retrouve. Et alors, ça a évolué du grand-père au petit-fils, et on retrouve en français des mots que l'on retrouve exactement en bengali par exemple. 1, ek, 2, dui, 3, tin, 4, char, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 12. Je crois que chaque langue est belle, chaque langue est un système et... Madame Delgalian. Bon, le bengali, c'est une langue très belle aussi. C'est une langue qui a une extraordinaire douceur. D'ailleurs, dans les langues indiennes, vous savez, en Inde, il y a une quinzaine de langues qui sont des langues officielles. France Bhattacharya. Mais le bengali est la langue qui a la réputation d'être la plus belle. Par la douceur de ses sons, par sa musicalité, c'est véritablement une langue très, très réussie au point de vue phonologique. Ça, il n'y a aucun doute. C'est une langue de poète, justement pour cette raison. Onkuro topano tape jodi jarabo, ki korobo barid mehe, enabo jaubana birahe goayabo, ki korobo sopia lehe, हरि हरि को इह दैव दुराशा सिंधु निकटे यदि कंठ सुखायव को दूर करव विपाशा चंदन तरुजव सौरभ छोड़व ससधर बरिखव आगी गिरिधर शेवी ठाम नहीं पावब किमोर करम अभागी श्रावण महाघन बिंदुन बरिखव सुरतर झांझक छंदे गिरिधर शेवी ठाम नहीं पावब Vidyapati Rahudhande. Cet état de Bengale, il a été aussi, historiquement, il a eu beaucoup à souffrir parce qu'il a été divisé à différentes époques depuis l'installation du régime colonial avec les Anglais. Et ensuite, à plusieurs reprises, parce que ça a été aussi un foyer de révolte
contre les Anglais. Et ensuite, avec l'indépendance, il y a eu également ce qu'on appelle la partition en 1947. Donc il y a eu Bengale occidental et Bengale oriental. Donc à plusieurs reprises, l'État a été divisé. Cette population qui est une population mélangée d'hindous et de la religion musulmane s'est trouvée à chaque fois divisée comme ça, et il en a souffert. C'est-à-dire qu'il y a à la fois sur le plan de la nature et de l'histoire une sorte de réserve de thèmes, enfin, pour la poésie. Oui. Oui, on dit aussi que le bengali est sentimental. Il est facilement émotif. Et il a peut-être un penchant tout à fait naturel vers la poésie. Mais le bengali est peut-être aussi en Inde celui qui, au premier chef, a répondu à l'apport de la culture occidentale. Il a été très prompt à saisir ce qu'avait d'intéressant cette arrivée de la pensée occidentale, européenne, cette littérature. Et véritablement, tout en étant extrêmement patriote, le bengali est aussi très cosmopolite. Mère, garde à l'esprit la supplique de ton esclave. Je suis à tes pieds, accorde-moi ce désir. S'il m'arrive malheur, ne laisse pas à d'autres le soin d'extraire ton nectar. À l'étranger, sous le joug du destin, que de mon corps comme d'un ciel se détache l'étoile de ma vie, à cela nul regret. La rivière de vie est-elle toujours calme? Tout ce qui naît vient à mourir. L'immortalité, où, quand? Mais si tu te souviens de moi, alors je n'aurai pas peur de l'Hadès. Si tu m'accordes ta grâce, en connaissance de mes erreurs et de mes qualités, alors, ô celle qui accorde les dons favorables, donne à ton serviteur la liqueur que tu prépares. Alors j'éclorai dans l'eau du souvenir, dans l'esprit, mère, telle une fleur, au printemps ou bien à l'automne. Michael Madhusudan Dotto. Il s'appelait Michael parce que quand il avait 19 ans, il était déjà très doué, on le connaissait déjà comme un grand poète en fait. Et quand il avait 19 ans, son père a voulu le marier. Parce que son père, c'était quelqu'un de très classique, il était de la deuxième caste, il avait 4 femmes. Son fils, dont il était fier, c'était le fils de la femme la plus âgée, je crois. Et donc il a voulu marier son fils à 19 ans. Et comme il n'a absolument pas voulu, Madhou, parce qu'il s'appelait encore Madhou, il s'est enfui. Il a été auprès des missionnaires chrétiens. Et les missionnaires chrétiens se sont empressés de le baptiser et de lui donner le prénom de Michael, qu'il a toujours gardé. Et après cela, il était très fâché avec son père. Il est parti de Calcutta. À cette époque, il parlait déjà combien de langues? Oh, il parlait beaucoup. Il parlait anglais, latin, le grec. Narayan Mukherjee. Déjà. Et il apprenait le français quand il est parti de Calcutta. Et après, il a appris tamu et le sanskrit. Et il parlait aussi un peu italien. Ça, c'est quand il est allé en Europe. Oui. Parce qu'il a une vie tellement mouvementée, avec des anecdotes tellement incroyables. Après, il est parti à Madras en se disant, je vais partir à Madras, et là-bas, je ferai ma vie, je serai reconnu comme un grand poète, etc. Donc, il laissait de côté toute sa famille, avec tout le côté sévère et très strict que cela impliquait. Et arrivé à Madras, il a vécu tellement pauvrement. Il s'est plus ou moins marié, paraît-il. Alors ça, on ne sait même pas. Il s'est plus ou moins marié à la fille d'un planteur anglais. Non, mais il s'était marié. Il s'était déjà marié avec la fille d'un planteur anglais. Non, c'est-à-dire avec la fille de planteur anglais. Il est parti à Madras. Il s'était marié avec elle, officiellement. Officiellement. Oui. Mais à Madras, Madras, il a laissé tomber. On ne voit plus de traces de sa femme. Il la laisse tomber. Et 8 ans après, étant un petit peu reconnu, il rentre à Calcutta avec une autre femme. Et une autre femme qui s'appelait Henrietta, et dont on dit qu'elle était française. Ils n'ont jamais été mariés, mais ils ont toujours vécu ensemble. Tout le monde les a reconnus comme mari et femme. Ils ont eu des enfants ensemble, etc. Et ceci se passait à quelle époque?
Date de naissance et de mort. 1824, il est né en 1824. Il est revenu à Calcutta, il avait 24 ans, à peu près. C'est-à-dire 48. Oui, en 48 à peu près, il est revenu à Calcutta. Arrivé à Calcutta, il a d'abord eu un petit poste de fonctionnaire à la police ou à la cour de justice. Oui. Ça, je ne sais plus exactement. Et il a commencé à écrire des pièces de théâtre, il a commencé à se faire connaître, etc. Tout en étant toujours très pauvre et en tirant le diable par la queue, comme on dit ici. Mais apparemment. Ah oui, mais et puis après... il était pauvre parce qu'il vivait comme un roi. C'est pourquoi il était pauvre. Parce que c'était un type qui ne pouvait pas manger son repas sans une bouteille de champagne, quelques bouteilles de champagne. Même à l'époque, ça coûtait cher quand même. Alors, il était pauvre comme Job, en fait. Il faisait dette sur dette. Tous les gens qui l'avaient reconnu comme grand poète, il leur disait... Puisque vous m'avez reconnu comme grand poète, c'est tout à fait normal que vous m'entreteniez. En fait. Oui, en fait. Donc il se faisait entretenir, alors qu'il était couvert de dettes, il se faisait entretenir au champagne. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'on ne pouvait pas vivre. Moins que 5000 roupies par mois, c'était trop. C'était pas possible à vivre à Calcutta à l'époque. À l'époque, quand on vivait avec 20 roupies le mois. Alors il est parti en Europe avec femme et enfants, tout ça pour atterrir à Londres, où il a dû faire ses études pour devenir avocat. Et après, il est parti, il est arrivé en France. Et en France, il a vécu à Versailles. Oui. Pendant 2 ans, entre 1842 et 1847. C'est-à-dire sans doute entre 1844, 45, 46. C'est un contemporain de Baudelaire. Mais est-ce qu'il a rencontré Baudelaire à Paris? Il n'y a pas de preuves. On ne sait pas. Parce que tous les papiers qu'il a laissés, il a certainement laissé des papiers, puisque même il parlait français également. Oui. Mais tous les papiers qu'il a laissés, à sa mort, ils sont complètement dispersés parce qu'il est mort dans la pauvreté la plus totale. On ne sait pas exactement s'il a connu Victor Hugo et les mouvements romantiques, si vous voulez. Mais il était un grand amateur de Racine, ça c'est certain. Il a aussi et surtout introduit le sonnet en bengali. Ah oui, ça c'est important. Michael a mis la langue bengali à une position d'où Tagore pouvait continuer et monter encore plus haut. D'ailleurs, il y a beaucoup au Bengale qui ne vont pas accepter cette fête parce que ce sont des adorateurs de Tagore. Mais en fait, si Michael n'était pas là, on n'aurait pas eu Tagore. Parce que non seulement qu'il a créé une langue qui était assez forte de pouvoir supporter les idées de Tagore, d'un côté, et secondo, c'est lui qui a lancé le modernisme. Et Tagore a bâti sur ce modernisme de Michael. Et il a continué. En fait, dans certains côtés, je trouve personnellement, Michael il était beaucoup plus moderne que Tagore, même dans sa façon de vivre. Imaginez un garçon indien au 19e siècle qui a osé refuser les décisions du père, qui étaient, même maintenant, les décisions du père, combien de garçons peut contester. C'est un destin qui fait penser surtout à Verlaine, parce que Victor Hugo justement ferait penser surtout à Tagore, parce qu'il avait, il avait une position beaucoup plus assise, en un sens, quoique politiquement. Mais surtout cette remise en cause, même dans sa vie, de toute la tradition indienne. Parce qu'il l'a vécu, ça, il l'a pas simplement dit dans les mots, mais il l'a vécu en s'en allant et en disant non à son père à 19 ans. Alors que, effectivement, même aujourd'hui, un garçon indien ne dira pas non à son père. Rabindranath Tagore apparaît sur la scène littéraire à un moment où le pays est engagé dans sa lutte pour l'indépendance. Le régime colonial sévit en Inde, un régime tout à fait répressif, exploiteur. Et le peuple est en train de chercher une conscience de sa condition en tant que nation, est en train de naître. Et Rabindranath donnera à travers son œuvre
un contenu culturel à cette conscience. Ça, c'est une chose très significative en ce qui concerne l'apport de Rabindranath Tagore à la littérature indienne, mais elle est également significative pour la littérature tout court, vue dans la perspective internationale. Alors, Rabindranath Tagore est né dans une famille aristocratique. Son père s'appelait Debindranath Tagore, qui a également été qui était un philosophe, un sage, et a contribué à la fondation d'un mouvement de réforme connu sous le nom de Brahmo Samaj dans la société hindoue orthodoxe. C'est ce qui veut dire? Ça veut dire la société de Brahman, c'est-à-dire une reprise des valeurs anciennes de l'hindouisme, des valeurs aussi anciennes que les Upanishads, débarrassée des superstitions, des pratiques parfois inhumaines et injustes qui s'étaient incrustées à l'hindouisme orthodoxe. Donc dans cette famille où il y avait aussi une ambiance de culture, il y passait des musiciens, des compositeurs, des poètes, des chanteurs. Et c'est là-dedans qu'il a grandi et il a lu. Il n'a pas beaucoup été à l'école, mais il a eu des maîtres qui venaient lui donner des cours de bengali, de sanskrit, de toutes sortes de choses. Il a donc été formé dans la famille, dans la maison. Tout en ayant des contacts avec le monde occidental, avec la culture occidentale. Également, parce que chez lui, dans la maison, il a également lu Shakespeare en traduction, en texte, dans le texte, et aussi des traductions de Pétrarque, de Dante et d'autres littératures européennes. Il était le plus jeune enfant d'une grande famille, le 14e enfant, avec les frères, des grands frères qui étaient également des poètes, des musiciens, notamment Jyotirindranath Thakur, avec qui il a déjà composé la musique de différentes chansons à l'âge de 16 ans, de 15-16 ans, il a déjà composé de la musique. Il a d'ailleurs continué à composer dans toute sa vie. Il a composé peut-être la musique de 2232 chansons. Et ainsi, il a créé une école de musique qui est connue sous son nom maintenant comme Rabindra Sangit au Bengale et dans la musique indienne. Ça a été une sorte de grands voyants, comme on les appelait justement autrefois, dans ceux qui ont écrit les grands textes de l'Inde ancienne. On les appelait des voyants, c'était des poètes. Et bien, Tagore a finalement été l'égal de ces poètes. On l'appelait d'ailleurs le Gurudev, c'est-à-dire le maître, le Dieu maître ou le maître divin ou ce qu'on voulait. Enfin, c'était vraiment une personnalité tout à fait exceptionnelle. Et il a créé son université. Il a créé d'abord une école, puis une université pour défendre justement les valeurs de l'éducation à l'indienne et non pas le modèle occidental de l'éducation, ce qui était important aussi. Donc, il a formé certaines générations d'enfants dans son école et dans son université, qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs une des universités indiennes au Bengale. Bajao amare bajao, bajale je shure prabhato alore, sei shure more bajao. যে সুর ভরিলে ভাষা ভোলা গীতে, শিশুর নবীন জীবন বাসিতে, জননীর মুখ তাকানো হাসিতে, সেই সুরে মোরে বাজাও, সাজাও আমারে সাজাও। যে সাজে সাজালে ধরারও ধুলিরে, সেই সাজে মোরে সাজাও। সন্ধ্যা মালতী সাজে যে ছন্দে, শুধু আপনারই গোপন গন্ধে, যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে, সেই সাজে মোরে সাজাও।
Joue de moi, ô musicien. Joue sur moi la même mélodie que tu as jouée sur la lumière du matin. Celle des chants aux paroles oubliées que tu as soufflé dans la flûte de la vie du nouveau-né. Joue sur moi l'air qui éclaire son sourire et son regard sur la mer. Pare-moi des mêmes parures que celles de la poussière de cette terre. Le jasmin du soir se pare au rythme de son parfum secret. La joie qui fait oublier toute parure, c'est celle-là qu'il me faut. C'est un poème représentatif, me semble-t-il, d'une partie de son génie, parce qu'il a écrit des poètes beaucoup plus profonds, je dirais, enfin beaucoup plus modernes, si on peut dire. Enfin, il a traversé beaucoup d'épreuves et il a changé beaucoup sa manière d'écrire. Tagore, justement, n'a pas été un poète qui a fait toujours la même chose. Il a changé son écriture et vers la fin de sa vie, comme on lui reprochait un petit peu l'empire qu'il exerçait sur les lettres au Bengale, il a fait plus moderne que ses détracteurs, voyez. Et il a toujours été en avance d'un temps sur ceux qui lui reprochaient d'être un poète un peu trop optimiste. Et donc, on peut dire que l'écriture de Tagore s'est modifiée. Ça, c'est un chant plus qu'un poème. Les deux choses sont indistinctes, d'ailleurs. Mais il a écrit des poèmes en prose. Il a écrit des poèmes qui sont véritablement d'écriture tout à fait moderne. Et ça aussi, je voudrais le dire. Parce que nous, en France, nous connaissons ce qui a été traduit dans l'Offrande lyrique et ce qui est un aspect de son œuvre. Et qui a été, et tous ces poèmes traduits dans l'Offrande lyrique ou dans la Corbeille de fruits ou les poèmes de Kabir sont des poèmes qui appartiennent à une certaine période de sa vie, période très mystique, période optimiste d'ailleurs, qui a grosso modo entre les années, si vous voulez, 1905-1912. Et il a vécu encore jusqu'en 1941, donc il a eu le temps d'écrire beaucoup d'autres poèmes et de bien d'autres formes. প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল সত্তার নূতন আবির্ভাবে কে তুমি মেলেনি উত্তর বৎসর বৎসর চলে গেল দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কে তুমি পেল না উত্তর Le soleil du premier jour avait posé la question à l'existence naissante. Qui es-tu? Il n'y eut pas de réponse. Des années passèrent. Le dernier soleil du jour prononce l'ultime question. Qui es-tu? Il n'a pas de réponse. ভোলার মনরে এইভাবে কতই করলে আসা যাওয়া Il a également puisé dans les traditions les plus populaires, dans le chant des baouls, ces poètes ambulants qui chantent, qui dansent, qu'on appelle les fous de Dieu, dans les contes, dans les comptines d'enfants, etc. Et dans les fêtes, dans les coutumes des villages, de la vie des villages telle qu'elle est vécue, avec ses couleurs, sa musique. Vivant dans son village de Shantiniketan, il a toujours vécu comme un citoyen du monde. Il y a toujours un rapport entre la poésie de village et la poésie savante, encore aujourd'hui, au Bengale. Mais qu'est-ce que vous appelez la poésie de village? C'est-à-dire la poésie qui est faite... il y a des poètes de village depuis toujours au Bengale qui sont des gens qui ne sont pas forcément éduqués dans le sens occidental du terme, c'est-à-dire qui ne savent peut-être pas... qui savent peut-être lire et écrire, mais qui ne savent pas grand-chose de plus, mais qui spontanément sont des poètes qui composent de la poésie, qu'ils récitent dans les villages, sur les places des villages et ailleurs, au moment des fêtes, au moment des rassemblements.
Il y en a eu toujours. Ce sont des poètes qui sont souvent d'ailleurs mystiques, mais ça peut être aussi des poètes simplement qui chantent la vie ordinaire. Et il y a eu toujours aussi dans les villages du Bengale des sortes de concours poétiques, des joutes poétiques avec des poètes qui entraient en compétition et il fallait qu'ils se répondent, il fallait qu'ils trouvent des réparties et pendant toute la nuit, ils étaient là à composer sur des thèmes qu'ils s'étaient fixés à l'avance. Donc ça, c'est une poésie que j'appellerais une poésie de village, qui n'est pas écrite, qui n'est pas dans des livres, mais qui est récitée, improvisée comme ça sur le moment, et qui a évidemment une très grande vitalité. J'ai eu l'occasion, moi, d'aller écouter des chanteurs récemment au Bengale, dans les villages. Certains sont des chanteurs qui ont déjà le texte avec eux. Ça, ce sont des gens qui font une sorte de spectacle rituel, qui, pendant plusieurs nuits, 8 nuits de suite, et qui mettent sur la scène un texte qu'ils ont avec eux, qui est connu, mais qu'ils connaissent par cœur. Et ça, c'est accompagné de musique, toujours, de mimes, de danse. Ça, c'est le Chandi Mongol, c'est très connu. J'ai vu ça dans un village du nord du Bengale en 1981, enfin, donc c'est pas du tout vieux. Et par ailleurs aussi, j'ai assisté moi-même dans les villages du Bengale à des joutes poétiques. Alors, c'est ce qu'on appelle le Kobilorai. Ce sont des poètes qui sont là toute la nuit à essayer de donner le pion à l'autre, c'est-à-dire à laisser l'autre sans réponse. Il faut être plus astucieux que son concurrent, trouver la réplique. Alors bien sûr, ce ne sont pas des élans individualistes, ça ne peut être que le fruit d'une culture qui leur est commune, à eux et à leur auditoire. Donc c'est très différent de la poésie telle que nous la comprenons aujourd'hui au XXe siècle en Europe, bien évidemment. Et c'est différent aussi de ce que beaucoup de poètes bengalis font dans le silence de leur chambre. Ils font une poésie qui est comme la nôtre, qui est faite pour être lue tout seul avec son livre et qui n'est pas faite pour être récitée forcément sur les places d'un village. Mais les deux types de poésie coexistent encore, c'est exact. পাপের সাগরে কেন ডুবিয়া মর কান্ডারি আছে পিছে কাহারে ডর পাগল মোর আমার Dans les années 1920, 25, 27 à peu près, il y a... Tagore est donc encore vivant et en train d'écrire, mais il y a également d'autres jeunes poètes qui ont une opposition vis-à-vis de Tagore et de son œuvre, qui veulent absolument marquer une rupture. Et ceux-là ont fondé un mouvement qui s'est appelé Kollul. On pourrait traduire par bruissement, si vous voulez, bruissement de l'eau, Kollul. Et il y a un journal qui s'est fondé. On peut parler de différents poètes qui ont fait partie de ce mouvement. Ceux qui ont été très connus sont Buddhadeb Boshu, deux poètes de Bengale oriental de la ville de Dhaka, Qazi Nojrul Islam, et plus tard Buddhadeb Boshu, qui a également fondé un autre journal qui s'appelait Progoti, ou Progrès. Et il y a eu d'autres poètes comme Jivanananda Das ou Vishnu De qui ont fait partie de ce courant. Et ce groupe veut écrire des choses dans une perspective plus réaliste, écrire les aspects sordides et les drames des bidonvilles qui commencent également à se mettre en place. Je crois que ces poètes nouveaux, ces poètes qui ont succédé à Tagore, sont des poètes qui ont ressenti en eux un véritable doute, un doute métaphysique, alors que Tagore, lui, a toujours été
persuadé que l'homme était fait pour rejoindre la divinité, pour évoluer dans un monde harmonieux, même s'il y avait là des souffrances, il fallait oublier ces souffrances, il fallait les accepter. Or, les poètes modernes sont des poètes justement du questionnement, de l'interrogation, du doute, et c'est cela qu'ils veulent faire passer dans leurs poèmes, et non pas l'assurance d'une unité philosophique, si vous voulez. Et je crois que ces poètes-là, justement, avaient besoin d'un autre langage, et ils ont, pour cela, travaillé leur langage. Certains ont été dans un sens d'une plus grande sophistication encore. Je pense à Sudindranath Dotto, qui est un poète qui a travaillé sur la langue, qui a recherché des termes sanscrits, qui ne figuraient pas dans les dictionnaires bengalis, mais qui figuraient dans les dictionnaires sanscrits, et il les a introduits dans sa poésie. Il a véritablement fait un travail sur la langue bengali comparable au travail que Mallarmé a fait sur la langue française. Il était d'ailleurs un très grand admirateur de Mallarmé et a été très influencé par le symbolisme. Buddhadév Boshu, c'est un poète, en effet, à la fois très influencé par Tagore et en même temps qui a voulu se démarquer de Tagore et qui a eu un rôle, enfin comme poète, il est important certes, mais ce n'est pas le plus grand poète du Bengale après Tagore, à mon sens, tout au moins, je crois. Mais il a eu un rôle important parce qu'il a édité une revue qui a été véritablement le centre d'activité poétique pendant une très longue période. La revue qui s'appelait Kobita, c'est-à-dire poème, poésie. Et par sa revue, il a aidé de nombreux poètes et il a encouragé les poètes qui méritaient d'être encouragés. Et justement, Jivananda Das est un poète qui méritait d'être encouragé et qui a souffert énormément de son peu d'audience pendant sa vie. S'il existe, si vous voulez, un poète maudit au Bengale, eh bien, on pourrait dire que Jivananda Das est ce poète qui a été très célèbre une fois mort. Il est aujourd'hui considéré comme le plus grand poète après Tagore. Il est le poète national du Bangladesh, mais pendant sa vie, il a été véritablement apprécié de très peu de gens. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était une poésie qui véritablement rompait avec la tradition, à la fois dans son fond et dans sa forme. C'est un poète lyrique, mais ce n'est pas un poète non plus de l'acceptation, c'est un poète du doute, c'est un poète de l'angoisse, c'est aussi un poète de la nature, mais et d'une nature bengali véritablement merveilleusement présentée, mais toujours rongée par une certaine incertitude, par une sorte de sentiment de la mort, sentiment de la perte de l'intégrité, de la décadence en quelque sorte, et un très grand sentiment de l'histoire. Jivananda Das a introduit dans ses poèmes véritablement la dimension historique qui était à la fois moderne, mais qui n'était pas du tout présente en fait dans les poèmes qu'il avait précédés. Vous voyez ? Donc, je sais pas. Et en plus, alors, au point de vue de la langue, je crois que Jivananda Das a fait un travail. Il a introduit spontanément, d'ailleurs, dans la langue des mots de tous les jours, mais des mots, même des dialectes, des parlers populaires. Et il a mis côte à côte des mots d'origine sanscrite repris tels quels à la langue sanscrite, et puis des mots employés par les villageois. Et ce rapprochement est très original. Par ailleurs, les images de Jivananda sont des images qu'il a faites, qui n'existaient pas avant lui. ঘাস কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয় পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা। কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস, তেমনি সুঘ্রাণ হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে। আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে গেলাসে পান করি। এই ঘাসের শরীর ছানি, চোখে চোখ ঘষি। ঘাসের পাখনায় আমার পালক, ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে জন্মায় কোনো এক নিবিড় ঘাস মাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে। L'herbe. À l'aube, la terre s'est emplie de lumière vert tendre comme de jeunes feuilles de citronnier. Une herbe verte comme un pamplemousse, tout aussi parfumée. Les biches la déchirent à belles dents. Il me prend l'envie de boire coupe après coupe cette odeur d'herbe comme un vin vert, de pétrir le corps de cette herbe
de frotter mes yeux contre ses yeux, mes plumes contre son plumage, de descendre des délicieuses ténèbres du corps profond de mère herbe pour naître herbe à l'intérieur de l'herbe. এক রাশ তারা আর মনুমেন্ট ভরা কলকাতা, চোখ নিচে নেমে যায়, চুরুট নীরবে জলে, বাতাসে অনেক ধুলো খড়, চোখ বুজে এক পাশে সরে যায়, গাছ থেকে অনেক বাদামি জীর্ণ পাতা উড়ে গেছে। বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর কেন যেন, আজও আমি জানি না কো, হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর। Un bouquet d'étoiles et Calcutta aux 1000 monuments. Je baisse les yeux. Ma cigarette brûle en silence. L'air est chargé de poussière, de paille. Les yeux fermés, je m'écarte. Bien des feuilles sèches, couleur d'amande, se sont envolées. À Babylone, la nuit, seul, j'ai marché ainsi, Dieu sait pourquoi. Aujourd'hui, après des milliers d'années si chargées, la raison toujours m'en échappe. Jibanananda Das. C'est vraiment le poète qui a le mieux exprimé l'âme moderne, si je puis dire, du Bengale, certainement. Mais enfin, il est mort il y a déjà longtemps, et il est mort en 56, si je ne me trompe. Donc, il y a d'autres poètes après qui ont écrit, qui ont vécu. Mais malgré tout, la grandeur de Jibanananda Das reste entière. একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব, আবার কি ফিরে আসবো না আমি পৃথিবীতে? আবার যেন ফিরে আসি কোনো এক শীতের রাতে, একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে, কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে। L'orange. Une fois que j'aurai quitté ce corps, ne reviendrai-je plus sur cette terre? Puissais-je revenir, une nuit d'hiver, dans la chair compatissante d'une orange glacée, au chevet d'un ami mourant? পৃথিবী লোক, দূরে কাছে কেবলই নগর, ঘর ভাঙে, গ্রাম পতনের শব্দ হয়। মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে, দেয়ালে তাদের ছায়া তবু ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়, বিহ্বলতা বলে মনে হয়। এসব শূন্যতা ছাড়া কোনো দিন আজ কিছু নেই সময়ের তীরে। তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি, ভুল চিন্তা সংকল্পের অবিরল মরুভূমি ঘিরে, বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ, এই পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান আর হৃদয়ের এই নির্দেশ। L'univers. Proches ou lointaines, des villes, des maisons s'effondrent sans cesse. On entend le bruit des villages qui s'écroulent. Les hommes ont passé tant d'âges sur cette terre, pourtant sur les murs, leurs ombres semblent encore perte, mort, peur, confusion. Aujourd'hui, en dehors de tout ce vide, il n'y a rien d'autre, nulle part sur la rive du temps. Cependant, entouré du désert ininterrompu des résolutions, des soucis, des erreurs, de la fatigue des hommes déçus, un pays que rafraîchit le bruit d'arbres étranges, cette terre, cet amour, ce savoir et ce commandement du cœur. Poète bengali par Jean-Pierre Milovanov. Aujourd'hui, Michael Madhusudan Datta, Rabindranath Tagore, Jibanananda Das. Avec France Bhattacharya, Madame Delgalian, Elisabeth Bourri, Narayan Mukherjee. Groupe de réalisation, Nicole Valeron, Claude Nior, Jacques Taroni. Albatros.
কোষে ধরে হাল রাইখো নয়ের দিশাটি গহীন মনের নাইয়া করিও গহীন মনের নাইয়া পৃথিবী লোক কালা গঙ্গের পানি দূরে কাছে কেবলই নগর, ঘর ভাঙে, গ্রাম পতনের শব্দ হয়। মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে। দেয়ালে তাদের ছায়া তবু ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়, বিহ্বলতা বলে মনে হয়। এসব শূন্যতা ছাড়া কোনো দিন আজ কিছু নেই সময়ের তীরে। তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি, ভুল চিন্তা সংকল্পের অবিরল মরুভূমি ঘিরে। বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ, এই পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান আর হৃদয়ের এই নির্দেশ। L'univers. Proches ou lointaines, des villes, des maisons s'effondrent sans cesse. On entend le bruit des villages qui s'écroulent. Les hommes ont passé tant d'âges sur cette terre, pourtant sur les murs, leurs ombres semblent encore perte, mort, peur, confusion. Aujourd'hui, en dehors de tout ce vide, il n'y a rien d'autre, nulle part sur la rive du temps. Cependant, entouré du désert ininterrompu des résolutions, des soucis, des erreurs, de la fatigue des hommes déçus, un pays que rafraîchit le bruit d'arbres étranges, cette terre, cet amour, ce savoir et ce commandement du cœur. Jibanananda Das. Vous savez, la langue bengali, c'est une langue qui est peu connue en Europe, mais qui est parlée par plus de 140 millions de personnes. France Bhattacharya. Dans l'Asie du Sud, c'est-à-dire une partie de l'Inde, la partie orientale de l'Inde, et puis le pays nouveau du Bangladesh, qui a été créé en 1971, comme vous savez, après une guerre assez difficile et rude. Donc c'est une langue qui est une des, je crois, peut-être la 7e langue du monde par le nombre de ses locuteurs. Mais il est évident que c'est une langue qui n'est pas suffisamment connue chez nous. C'est la langue indo-européenne le plus orientale, c'est-à-dire c'est la limite de la langue indo-européenne. Après le Bengale de l'Ouest, on traverse la mer et on arrive dans la langue chinoise, c'est-à-dire en Birmanie. Narayan Mukherjee. C'est la dernière limite de la langue indo-européenne. C'est une langue qui s'adapte facilement aux mots étrangers. Loknath Bhattacharya. En un mot, voici la proposition. Tu dois monter au plus haut, puis sonner de la trompette. Aussitôt, changement d'apparence dans le visible et l'invisible, changement de saison dans la forêt. Tel est le programme du jour. Mais je ne suis qu'un homme ordinaire. Maintenant, mon discours, les mains jointes. Si les vieux thèmes sont mentionnés, et ils le seront, s'il se produit des répétitions, et il s'en produira, que l'on veuille bien pardonner ces déficiences naturelles pour un incapable. Calcutta, la ville de la poésie, alors que l'idée qu'on a de Calcutta en France, c'est l'idée de la ville misère, avec des sœurs de charité, etc. Elisabeth Bourri. Alors que Calcutta, on pourrait plutôt l'appeler la ville de la poésie, la ville où la vie littéraire est tellement active, beaucoup plus active qu'en France ou qu'à Paris.
puisqu'il y a des réunions où on écoute des poètes. Tout le monde connaît, enfin tout le monde lit la poésie au Bengale. Lorsqu'on parle d'un poète, on peut parler d'un poète dans la rue. Il y a des gens qui se rassembleront autour de vous et qui l'écouteront, bien qui vont dire ah oui, je le connais, j'aime, je n'aime pas. Ou c'est tellement intense, c'est tellement. En fait, le journal culturel Desh, qui a un tirage de 120 000 par semaine, et c'est un hebdomadaire, donc chaque mois il y a 4 numéros, et le Desh consacre 3 pages rien que pour les poèmes. Desh, c'est un journal bengali qui serait entre la quinzaine littéraire et le monde des arts et des spectacles. C'est un journal de littérature, de poésie. C'est un journal entièrement consacré à la vie de la création. Il y a une centaine de petites revues qui ont un tirage, disons, entre 500 et 1000 exemplaires, qui n'est pas mal, déjà. Il y a certains qui naissent, d'autres morts, mais puis il y a d'autres qui renaissent. C'est un mouvement continuel. Et ce sont des revues qui sont tout à fait consacrées à la poésie ou à la rigueur des textes poétiques. Mais la plupart ne publient même pas des romans. Ça montre la conscience littéraire de 16 millions qui habitent à Calcutta. Pas seulement à Calcutta, mais dans le Bengale entier. Il y a des petites villes qui organisent des soirées poétiques. Très souvent, ce sont des soirées gratuites, mais ils payent les poètes pour aller, ils les logent, ils les nourrissent et m'aident bien. Et des fois, c'est payant, et les gens payent. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la poésie ou la littérature, ça fait partie de la vie d'un Bengali. D'un Bengali qui se considère éduqué, cultivé, quoi. Et pour un Bengali, on peut être riche, mais vaut mieux qu'il soit cultivé. Et la culture, c'est plus important que l'argent. Alors que par exemple, dans d'autres parties de l'Inde, les gens sont par exemple du côté du Rajasthan ou par là, les gens sont des guerriers. Oui. Sont des guerriers, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment combattre, et ils aiment faire la guerre et toutes les joutes, etc. Alors qu'au Bengale, les Bengalis sont les gens de la culture, de la littérature, de la création littéraire. Tous les Bengalis, vous leur demandez de réciter un poème, ils vous réciteront un poème comme ça. Ah oui. Là, beaucoup. Oui, oui. Ça, c'est extraordinaire. Je demande à une amie bengali, même si je ne lui demande pas, elle me dit tiens, et puis à propos de cela, et puis elle dit un poème en bengali. Il y a une force des mots dans la culture bengali, la poésie. আমি কিরকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ এ কি মনুষ্য জন্ম নাকি শেষ পুরোহিত কঙ্কালের পাশা খেলা প্রতি সন্ধ্যাবেলা আমার বুকের মধ্যে হাওয়া ঘুরে ওঠে হৃদয়কে অবহেলা করে রক্ত আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে থাকি তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখব বলে আমি আক্রোশে হেসে উঠি না আমি ছারপোকার পাশে ছারপোকা হয়ে আঁটি মশা হয়ে উড়ি একদল মশার সঙ্গে খাঁটি অন্ধকারে স্ত্রীলোকের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখেছি দেশলাই জেলে ও গায়ে আমার কোনো ঘরবাড়ি নেই আমি স্বপ্নের মধ্যে বাবুদের বাড়ির ছেলে সেজে গেছি রঙ্গালয়ে পরাগের মতো ফুঁদিয়ে উড়িয়েছি দৃশ্যলোক ঘামে ছিল না এমন গন্ধক যাতে ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারি নিখিলেশ তুই একে কি বলবি আমি শোবার ঘরে নিজের 2 হাত পেরেকে বেঁধে দেখেছিলাম যিশুর কষ্ট খুব বেশি হয়েছিল কিনা আমি ফুলের পাশে ফুল হয়ে উঠে দেখেছি তাকে ভালোবাসতে পারি না আমি কপাল থেকে ঘামের মতো মুছে দিয়েছি পিতামহের নাম আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাওয়ার বদলে মায়েরই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম Viens voir Nikhilesh, comment je vis. Est-ce l'humanité ou le dernier jeu d'échecs du prêtre squelette? Chaque soir, le vent tourne dans mon cœur, le sang délaisse le cœur. Je reste comme un chien au pied de l'homme pour voir le chien qui est dans son cœur. Je ne ris pas de colère, je marche comme un pou avec les poux. Je vole comme un moustique avec les moustiques.
dans le ténèbre. Je me suis noyé dans les femmes. J'ai allumé le briquet pour les voir. Dans le rêve, vêtus comme des seigneurs, je suis allé au bal. Comme le pollen, j'ai fait envoler le décor de mon souffle. Il n'y avait pas assez de soufre dans mon sueur pour m'enflammer de rage. Je me suis fleuri comme une fleur, avec des fleurs, pour voir si je peux les aimer. Shunil Ganguly. Shunil Ganguly, Gangopadae. C'est un producteur impossible parce qu'il est romancier aussi. Et il a écrit quelques centaines de romans, dont 2 étaient pris par Ray pour filmer. Et c'est un poète romancier, si vous voulez. Shunil Gangopadae. Calcutta et moi. Calcutta pèse comme une pierre sur mon cœur. Je dois la détruire avant de partir. Je vais l'emmener par ruse jusqu'au port d'Aldia et mêler de l'arsenic aux douceurs qu'elle mange. Calcutta pèse comme une pierre sur mon cœur. Calcutta frelatte le clair de lune. Épines et graviers se mêlent à ses baisers. Elle oublie d'ajouter du sucre au thé de ses larmes. Et elle attend d'amant que même à midi, ses cuisses s'écartent pour les inviter. Comment puis-je te laisser partir aussi facilement, mon amour, à la Cour suprême de Delhi? Je vais plutôt parfumer mon cœur et au crépuscule, je te séduirai dans un taxi. Tu vas tanguer au son d'un orchestre de restaurant et quand ton sari glissera de tes épaules en dansant, tu découvriras 2 seins comme des caméras et chacun alors d'applaudir. Shunil a un drôle de vie. Parce que c'est un type que je connais bien personnellement. Il a 2 côtés. Entre les amis, on dit, on ne sait pas quand il écrit. Pourtant, il écrit beaucoup. Alors, le soir, avec ses copains, il est toujours en train de, si je peux me permettre de mots, il déconne toujours, tous les soirs, mais, fin du mois, compte rendu, il a beaucoup écrit. On ne sait pas comment et quand il écrit. Moi, j'ai vu une fois, c'était assez intéressant comme histoire, c'est qu'il devait rendre un article de 3 pages qu'il avait promis. Moi, j'étais chez lui, quelqu'un du journal vient pour réclamer l'article. Il dit, mais écoutez, je suis désolé, je n'ai rien écrit, mais vous pouvez m'attendre 3/4 d'heure? Il a dit oui. Et il m'a dit, mais excusez-moi, Narayan, vous comprenez. Et puis il est parti. Dans 3/4 d'heure, il a écrit 4 pages et un article très sérieux. Et c'est un automate, c'est une machine à écrire. La poésie et la littérature dans ce pays, Madame Delgalian, dans cet état de Bengale, ne pourra pas être considérée séparée de son contexte politique qui, dans ces dernières années, a été très instable. Il est tout à fait normal que le poète, l'écrivain, soit sensible à ces aspects de la vie quotidienne. Aux mains des hommes, les fleurs sont tellement mensongères que je ne les ai jamais aimées. Je préfère de loin les étincelles du feu qui ne peuvent servir de masque à personne. Que cela se passerait ainsi, je le savais. Qu'un jour l'écume de l'amour déborderait, je le savais. Quel que soit le cœur ou la coupe où je les garde, mes amours resteront à moi. Nuit après nuit, j'ai veillé, et j'ai vu quand et comment le jour se lève. Mes jours se sont passés à percer le mystère des ténèbres. Sans un seul jour de trêve, j'ai pressé la sève de la vie et l'ai versée dans les coupes du cœur. Aujourd'hui, elle déborde. Non, je ne me satisfais plus de mots. Là où jaillissent les mots et là où ils vont, à cette source du mot, à cette finalité du mot dans l'eau,
la terre et le vent, je veux me dissoudre. Changer d'épaule maintenant, que le tas de bois me prenne, qu'une belle étincelle me fasse oublier la douleur des fleurs. Subhas a écrit cela alors que son ami Manik Bandyopadhyay, Manik Bandyopadhyay était mort et que le cadavre de son ami passait à côté de lui et sur sa tombe en quelque sorte. Et les gens portaient le cadavre sur leurs épaules, comme l'on voit en Inde, pour que le corps aille se faire brûler. C'est pour ça que l'on a, par exemple, changé d'épaule, parce que c'est le cadavre lui-même qui parle. C'est-à-dire Manik Bandyopadhyay, un grand romancier bengali, qui était ami de Subhash Mukhopadhyay, et il est mort quand même dans pauvreté. À sa mort, il y avait vraiment une foule, des milliers d'hommes sont venus avec des fleurs. Et c'est pourquoi, et ça a beaucoup gêné Subhash, parce qu'il savait que pendant son vivant, il n'avait pas assez de l'argent pour vivre. Et c'est le cadavre qui parle. C'est pourquoi ça commence à la main des hommes. Les fleurs sont tellement mensongères. Et c'est le cadavre qui parle, et c'est pourquoi il dit à la main des hommes, je préfère l'étincelle du feu. Et à la fin, c'est parce que pour les hindous, on porte le cadavre sur l'épaule, et après on les incinère. Et alors que le tas de bois me prenne, c'est-à-dire le bûcher me prenne, et que Subhash Mukhopadhyay, c'est un poète qui est très important. Il est né en 1920 et il s'est mis à publier avant 1950 même, c'est-à-dire à 17 ans. Il a commencé à publier. Il publie encore et c'est lui qui fait le lien entre la génération qui a suivi Tagore et Shokti et Shunil, les modernes, les contemporains. Il y a eu de tout temps, depuis Tagore, une influence évidemment de la poésie anglo-saxonne qui est la plus connue. Jivanando Das, par exemple, a été influencé par Y.W.B. Yeats. Ça, il n'y a aucun doute, il le reconnaît lui-même. Sudhindranath Dotto a été influencé par Mallarmé, entre autres. Bishnu-De a été influencé par T.S. Eliot et Ezra Pound. Et il y a eu aussi toute une génération qui a été influencée par les poètes comme Ginsberg et les poètes américains et Cummings et toute cette génération de poètes, parce que la poésie maintenant voyage d'un pays à l'autre, donc il est facile pour les poètes bengalis de lire en anglais la poésie qui se fait actuellement, que ce soit à New York ou que ce soit à Londres. Et il y a toujours aussi d'ailleurs une grande activité de traduction chez les poètes. Les poètes bengalis sont des gens qui traduisent les autres poètes. Et ça, c'est une chose qui est importante, me semble-t-il. Par exemple, un poète aussi célèbre que Buddhadev Boshu a traduit Baudelaire. Bon, il l'a traduit de l'anglais, c'est fâcheux, mais enfin, il l'a traduit quand même. Un autre a traduit, par exemple, Bishnu-De a traduit des poèmes de Mao Tse-tung. Il a traduit des poètes africains. Il y a toujours une curiosité extraordinaire, une curiosité intellectuelle chez les poètes bengalis qui leur fait accueillir volontiers les instruments de musique venus d'ailleurs, les idées venues d'ailleurs. Shokti Chattopadhyay, il est né à Calcutta, dans le Bengale de l'Ouest, mais lui aussi n'est pas issu d'une famille très aisée. Parce que sa mère, son père étant mort très jeune, il a été élevé chez ses oncles maternels d'une façon un peu négligée, quoi. Un enfant un peu négligé. Il est né en 1936. Il est aîné de Shunil d'un an.
Et lui, il est fou. C'est-à-dire, il est connu comme un ivrogne à Calcutta. Et il travaille dans le premier journal bengali comme un journaliste. Et une fois, en rentrant à la maison, il y avait un bus qui allait au garage. Il était saoul. Il est monté dans ce bus qui s'est arrêté au feu rouge. Puis, il a baratiné le chauffeur, le fait que le bus l'a amené à la maison. Ce genre d'histoire. On peut faire un bouquin de 300 pages sur les bêtises de Shakti Sou. Chunil, Shakti sont des poètes qui sont malgré tout individualistes, marqués par un paysage urbain très difficile et ont été inspirés aussi par le mouvement beat. Il y a un Américain qui est arrivé à Calcutta, oui, qui voulait se renseigner sur la vie littéraire, etc., qui a rencontré Shakti et qui a décidé que tout de suite Shakti lui était très sympathique, qu'ils étaient de grands amis, etc. Et ils se sont saoulés la gueule ensemble. Et au bout d'une semaine ou de 15 jours, l'Américain était très content d'annoncer à tout le monde qu'il allait partir 2 ou 3 jours avec Shakti dans la campagne. Oui. Et tout le monde l'a mis en garde en lui disant non, c'est peut-être pas la peine, parce que lorsque Shakti est saoul, ça peut être assez dangereux. Mais l'Américain était très fier de lui. Il a dit non, pas du tout. Je me suis déjà saoulé avec lui au moins 2 ou 3 fois. Je sais bien, il est tellement charmant, il est adorable. Parce que lorsqu'il n'est pas saoul, il est absolument adorable. Donc je sais très bien que ça va très bien se passer, etc. Et cet Américain était donc un très grand Américain avec une grande barbe rousse, blonde, enfin typiquement américain. Et donc ils partent 2 ou 3 jours et on voit 2 jours après, on voit Shakti et l'Américain qui reviennent. Et l'Américain n'avait plus de barbe dessus, elle était complètement arrachée. Et alors tout le monde me demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Shakti s'était saoulé complètement la gueule. Et ils étaient en train de dormir tous les deux. Et Shakti était complètement saoul. Et soudain il regarde l'Américain. Et en regardant la barbe de l'Américain, il est pris d'un désir effréné de lui arracher la barbe. Là, il a sauté dessus en plein sommeil et lui a arraché la barbe, alors que l'Américain dormait. তীরে কি প্রচণ্ড কলরব, জলে ভেসে যায় কার সব, কোথা ছিল বাড়ি, রাতের কল্লোল বলে আমি স্বেচ্ছাচারী. Quel tintamarre sur la rive, quel cadavre flotte sur l'eau. Où était sa maison? Pas de réponse, sauf la clameur de la nuit. Je suis un despote. Vive ou morte, la mer est-elle ainsi, complètement inattendue, digne d'affection? Qui sait si le venin n'est pas la vraie boisson, le nectar du poison? Jour et nuit, la fatigue croît dans l'esprit. Quel tintamarre sur la rive, quel cadavre flotte sur l'eau. Pas de réponse, sauf la clameur de la nuit. Je suis un despote. Qui sait si le venin n'est pas la vraie boisson? Oui, mais le problème, c'est qu'il faut comprendre la tradition bengali, ou indienne plutôt. C'est-à-dire, il y a une histoire qu'à un moment, les dieux ont décidé de barater la mer pour faire sortir de la richesse. Alors, tous les dieux se sont réunis, ils se sont mis à barater la mer, dont sortit Lakshmi, la déesse de la richesse, et tous les belles choses, bels objets. Mais Shiva n'était pas invité. Et alors, il y a un saint qui est allé donner la nouvelle à Shiva. Shiva est venu, il a dit, bon, bah, d'accord, comme vous ne m'avez pas invité, baratez la mer encore une fois. Et les dieux ont dit, la mer est vide. Il a dit, ça ne fait rien, baratez la mer. Et alors ils ont baratté la mer. En le barattant, le venin est sorti. Et alors le monde allait se perdre
complètement à cause du venin. Et alors les dieux, ne sachant plus quoi faire, ont prié le dieu, prié Shiva, de sauver le monde. Et alors Shiva a pris le venin et il l'a gardé dans sa gorge. Et c'est la référence où il dit « Qui sait si le venin n'est pas la vraie boisson ?» Quelque part des pleurs affreux. Le temps, quelque part, se consume. Effrayants sont ces préparatifs de bonheur ou de malheur. Le temps, affreusement, se consume. Le trottoir entier se consume. L'après-midi veut dire canicule, de bonheur ou de malheur. Pulvérisé et perdu, le soleil. L'homme marche seul, quelque part des pleurs affreux, le temps, quelque part, se consume. Ça, c'est vraiment un tout jeune poète, hein. Ça n'est pas du tout un poète reconnu. Shogoto Chattopadhyay. C'est le fils d'un poète et d'un acteur très connu au Bengale, Soumitra Chattopadhyay. Et il a justement été publié dans la meilleure revue bengali de littérature qui s'appelle Ekon, récemment, avec d'autres jeunes poètes qui ont tous à peu près la même chose à dire. Je n'ai nulle proclamation à faire que l'on puisse aimer. Il n'y a nulle fleur que je puisse vénérer. Il n'y a nul vers dont je puisse chanter les louanges. Je n'ai nulle proclamation à faire. Il n'y a pas d'arbre, rien que le vide. Il n'y a pas de fleurs, reflet scintillant d'une feuille. Il n'y a nulle proclamation. Soudain, une averse sur les pneus des voitures. Tous les poteaux télégraphiques rendent compte de faux procès. La pluie, maintenant. Le cadavre de Béatrice gît partout sur le port, dans la vallée. Cadavre gâché, forêt gâchée. Je n'ai nulle proclamation à faire que l'on puisse vénérer. Il n'y a aucune fleur que j'aime. Le poète qui est né en 1948 s'appelle Tushar Chaudhuri, très jeune. C'est un poète qui est né avec l'indépendance, si vous voulez. C'est-à-dire, il n'a pas vu le partage de l'Inde, parce que le partage de l'Inde, c'était en 1947. Il est né en 1948. Mais il a vu le résultat de ce partage. Et Tushar, surtout, a un côté ironique, des fois. Il se rit de soi-même. Et de l'autre côté, il a aussi la tendance de faire la mystère. Suicidé. Dans le corps du jeune homme, un jour, le cheval chéri de la mort vient dire « suicidé », c'est-à-dire dans le crâne se répercute
Suicidé. Dans le clair de lune, le corps du cygne blanc tue le pucelage. Par la lucarne de volonté, je vois le cheval se perdre dans le vide de la nuit hivernale. Non, personne, ni moi, ni l'extrême conversion de la mort, comme la femme s'en est allée, elle laissa la mauvaise ombre d'un long escalier spirale. Rien ne se perd complètement, ni la séparation, ni le souvenir de la passion. Rien ne revient pareil. Mais le cheval vient, la suggestion fantomatique, et d'un langage très doux, il dit « suicidé ». Je ne peux pas bien sortir du château de mon cercueil. যুবা পুরুষের দেহে কোনোদিন মৃত্যুর পরম প্রিয় ঘোড়া এসে বলে আত্মহত্যা করো, অর্থাৎ খুলির মধ্যে প্রতিধ্বনি খেলে যায় আত্মহত্যা করো। জ্যোৎস্নার ভিতর সাদা হাঁসের শরীর দেখে সমস্ত কৌমার্য মরে যায়। ইচ্ছার ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে পাই পৌশালী রাতের শূন্যে ঘোড়া হারিয়ে যাচ্ছে। না, কেউ না, আমি না মৃত্যুর চূড়ান্ত বিমূর্তন, যেরকম চলে গিয়েছিল নারী এক দীর্ঘ ঘোরানো সিঁড়ির অপচ্ছায়া ফেলে রেখে। কিছুই হারিয়ে যায় না পুরোপুরি, না বিচ্ছেদ, না নিরংসার স্মৃতি, কিছুই ফেরে না ঠিক সেই রকম, কিন্তু ঘোড়া আসে ভৌতিক আভাসে, খুব মর্মন্তুদ ভাষ্যে বলে আত্মহত্যা করো। কফিনের দুর্গ থেকে আমি ঠিক বেরোতে পারছি না। Ononno Rai, c'est un jeune poète qui est né en 1956. Son père aussi est un poète assez connu. Et lui, il est beaucoup plus philosophique, même anarchiste d'une certaine façon. Et c'est un poète aussi qui lit beaucoup et qui est influencé par Genet, par les films de Cocteau. C'est un garçon qui a travaillé aussi avec Hrithik Ghotok comme son assistant. Et dans ses poèmes, très souvent, des images se juxtaposent d'une façon assez intéressante pour indiquer une autre chose. Chapeau de paille sur la tête, ligne à la main, j'attends le poisson de l'océan. La main ne doit pas bouger quand le bouchon s'enfoncera. Je suis assis, le chapeau de paille sur la tête, dans la salle de bain, jetant la ligne dans la baignoire vide. Sage comme un Bouddha, philosophe, mangeur de paperasses malgré mes 16 ans. Des épingles, escalier brisé, la philosophie profonde du théisme. Ici, dans la baignoire, s'étale la cervelle d'Adam. Qui es-tu, salaud, peureux, anarchiste? La piqûre de la conscience comme le chocolat, crème, Coca-Cola, la bonne odeur du café. Chapeau de paille sur la tête, ligne à la main, mangeur de paperasses, je suis assis gravement à lier mes pensées aux métaphysiques, savant comme Bouddha malgré mes 16 ans. Ô ma destinée, quelle merveille! La déesse a la gueule d'une calandre de voiture et du singe de Picasso. মাথায় ফেল্টের টুপি, হাতে ছিপ, বসে আছি সামুদ্রিক মাছের আশায়। কখন নড়বে ফাতনা? অতর্কিতে শুধু হাত না নড়লেই হলো। মাথায় ফেল্টের টুপি, বসে আছি বাথরুমে, ছিপ ফেলে শুকনো চৌবাচ্চায়। বুদ্ধের মতো জ্ঞানী, তত্ত্বভুক দার্শনিক, যদিও বয়স মাত্র 16। সেফটি পিন, ভাঙা সিঁড়ি, অস্থিবাদী প্রগাঢ় দর্শন, এইখানে পড়ে আছে চৌবাচ্চায় ঘিলু আদমের কে তুমি বজ্জাত, ভীরু, অ্যানার্কিস্ট, বিবেক দর্শন যেন চকোলেট, ক্রিম, কোকাকোলা, সৌগন্ধ কাফের। মাথায় ফেল্টের টুপি, তত্ত্বভুক ট্যান্টালাস, দীর্ঘ ছিপ হাতে, বসে আছি সুগম্ভীর সমস্ত চিন্তাকে মেটাফিজিক্সে জড়াতে, বুদ্ধের মতো জ্ঞানী, যদিও বয়স 16। আমার ফেট, কি আশ্চর্য,
ঈশ্বরী যে পিকাসোর বাঁদরের মুখ বনেট। কালা গঙ্গের কালা পানি কালা চতুর্দিক, কালা গঙ্গের কালা পানি কালা চতুর্দিক, তুমি কোষে ধরে হাল রাইখো নয়ের দিশা ঠিক, গহীন মনের নাইয়া করিও গহীন মনের নাইয়া। Loknath Bhattacharya. Il n'y a pas d'obstacle, nulle part. Seulement, dans ce moment silencieux de l'attente, dans cet instant plein de merveilles, tu restes là, sculpture parfaite. Tes cils ne bougent pas. Si ton cœur bat ou non, tu ne le laisses voir. সাবধানে চালায় ডিঙ্গা, জাগবে বিষধর নইলে জাগবে বিষধর। কালা গঙ্গে কালা জলে কালো বিষধর, কালা গঙ্গে কালো জলে কালো বিষধর, ভয় কি তোমার কালায় নাইয়া, ভয় কি তোমার কালায় নাইয়া। Poète bengali par Jean-Pierre Milovanov. Aujourd'hui, Jibanananda Das, Shakti Chattopadhyay, Shunil Gangopadhyay, Chohar Chaudhry, Subhash Mukhopadhyay, Loknath Bhattacharya, Hanono Rai. Avec France Bhattacharya, Madame Delgalian, Elisabeth Bourri, Narayan Mukherjee. Groupe de réalisation, Nicole Valleron, Claude Niort, Jacques Taroni. Albatros.